Et aujourd'hui, c'est jour de dossier spécial avec nos confrères des Échos. Du coup, on a piqué Marie-Christine Sonquin à la rédaction. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Lorraine. Vous êtes rédactrice en chef patrimoine des Échos. Je vous ai mis en duo avec Stéphane Van Nuffel, notre CGP du jour et président de SVH Conseil. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Nous partons en recherche dans un marché volatile de stratégies gagnantes. On en a listé quelques-unes pour vous, chers auditeurs, auditrices. On va réfléchir peut-être aux critères importants qu'il faut avoir en tête quand on recherche du rendement et que le marché est un petit peu chaotique, pour ne pas dire volatile tout simplement. Marie-Christine, un petit peu de pédagogie. Alors justement, dans un marché volatile, c'est le moment de rappeler qu'il y a une règle fondamentale qu'on ne peut pas contourner, c'est la règle du rapport rendement-risque. Ce qui veut dire que plus le rendement qu'on va vous proposer va être élevé, plus le risque-prix va être important. Donc, si vous voyez un rendement à 2 chiffres, si vous voyez a fortiori un rendement de 12-14%, ça veut dire que le risque va être très élevé. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il faut offrir une rémunération très importante pour que les investisseurs osent aller sur ce rendement. Donc ça, c'est incontournable. Après, il y a d'autres critères qui vont faire que vous allez vous déterminer ou non pour un certain placement. Il faut savoir ce que vous attendez de ce placement. Est-ce que vous attendez des revenus réguliers ? Est-ce que vous attendez une plus-value à terme ? Est-ce que vous attendez de la défiscalisation ? Est-ce que vous avez un objectif de transmission ? Est-ce que vous avez un objectif de constitution de capital sur le long terme ? Donc ça aussi, ça va être des critères très importants. Donc ne pas se focaliser uniquement sur le chiffre rendement 5%, 6%, 8%. Et puis, il y a une chose extrêmement importante, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est la volatilité. Il faut être capable de faire face à une certaine volatilité. Tous les placements, même risqués, ne présentent pas la même volatilité. Et un autre critère aussi très important sur lequel je voudrais attirer l'attention des épargnants, c'est celui de la liquidité. Parce que le risque et la liquidité, c'est pas la même chose. Vous avez des placements très risqués qui sont très liquides. Vous avez des placements qui ne sont pas très risqués, qui ne sont pas très liquides. Et puis vous avez des placements qui sont peu risqués et qui sont très liquides. Donc tout ça, ce sont tous ces critères qu'il faut prendre en considération avant de vous décider, a fortiori, pour ces placements à haut rendement qui présentent tous forcément un risque élevé. Qu'est-ce qu'on cherche en premier ? Qu'est-ce que vos clients cherchent en premier, Stéphane, en ce moment ? Alors, en ce moment, nos clients cherchent à être rassurés, dans un premier temps, sur une partie de leur patrimoine. Donc, pour aller dans le sens de Marie-Christine, évidemment, on peut rappeler que faire des placements à haut rendement, donc avec un niveau de risque plus élevé, pas forcément très élevé, mais plus élevé, c'est pas forcément sur la base de son patrimoine, ce pour quoi on compte pour la retraite, pour acheter une maison ou pour faire les études des enfants. Donc, c'est très important ce que Marie-Christine a rappelé. On met tout ça à plat. On regarde qui on est, on regarde où on va. Dans combien de temps on aura besoin d'argent et à ce moment-là, on verra vers quoi on va et comment on va chercher. Et je le rappelle, parce que vous savez que j'y tiens beaucoup. Absolument. Placement à haut rendement, ça veut dire évidemment plus de risques. Vous savez qu'il y a des échelles pour cela, de 1 à 7 si on parle de l'échelle SRRI, qui est l'échelle de risque de placement financier en particulier. Mais prendre un risque ne veut pas dire avoir un accident. Donc c'est très important, vous avez parlé de volatilité, vous avez utilisé un autre mot qui m'échappe, mais volatilité, ça ne veut pas dire qu'on va dans le mur. Ça veut dire que les marchés sont fluctuants. Chaos peut-être. Chaotique, vous avez dit chaotique, tout à fait. Et chaotique, il y a un petit côté qui peut faire un petit peu peur. Avoir de la volatilité, c'est pas une mauvaise chose, parce que justement, les émetteurs de placement à rendement trouvent des solutions, ça va dans le sens de votre question, à ce moment-là, plus quelque part que quand le marché va bien et qu'il dort, parce que cette prise de risque à ce moment-là, elle n'est pas répliquée par les marchés et elle ne leur permet pas de sortir des opportunités. Je finirai juste sur le triptyque. Marie-Christine, merci de le rappeler, le fameux triptyque risque, rendement, liquidité. Les gens pensent toujours au risque et au rendement. Ils oublient la liquidité qui est un important facteur de rendement ou de risque, mais qui peut être l'élément le plus compliqué pour nos clients, c'est quand ils n'ont pas prévu un accident de la vie, qu'ils ont besoin de sortir de l'argent et que celui-ci est coincé dans beaucoup de solutions en ce moment, en particulier dans l'immobilier. Il y a des clients qui sont bloqués et ça, c'est très très compliqué, plus que de perdre ou de gagner. Intéressant. J'ai beaucoup de gens qui m'arrêtent au bureau ou même en dehors dans ma vie et qui me disent « Qu'est-ce que tu penses des cryptos ?» Et ma réponse à tout va, c'est toujours de dire ça dépend de ton horizon de placement. Est-ce que j'ai raison de répondre ça ? Moi qui ne suis pas une spécialiste de l'investissement, je ne donne pas de conseils. Mais voilà, quand beaucoup de gens, et je pense beaucoup aux néo-investisseurs et aux jeunes gens avec qui je peux échanger, qui me disent « Ah, mais qu'est-ce que tu penses des cryptos ? Vous dites quoi sur les cryptos pour investir ?» Je dis ça dépend de ton horizon de placement. Mais la question de liquidité, elle est vite résolue avec les cryptos. Parce que globalement, sur la plupart des plateformes, on arrive à les monétiser assez rapidement. Alors pas toutes les cryptos.
les grosses cryptos. Ouais, vous avez raison. Et de toute façon, sur là, ça Bitcoin. doit faire à peu près 100 Il peut fois y que je le avoir dis. des accidents de plateforme Évidemment, également. évidemment. Et- Mais c'est la première fois, on le dit plein de fois sur le plateau, hein, la crypto, c'est le temps. Et j'ajouterais un autre critère à cet horizon de temps. J'ajouterais le critère de prudence qui consiste à dire aux personnes qui vous interrogent, ne misez qu'une toute petite partie bien sûr. de votre patrimoine sur ce type d'actif qui reste quand même extrêmement volatile et risqué. Sur n'importe quel actif, de toute façon, on ne met pas tout sur le rouge, impair et passe. Hein, on diversifie, c'est quand même la base, évidemment. Sur les cryptos. Même sur l'immobilier. Hein. Bon, autre classe d'actifs qui est à la cote en ce moment, enfin, de mon point de vue, qui est forcément un petit peu biaisé, on en parle avec des termes très élogieux, c'est le retour du private equity. J'ai l'impression là depuis quelques mois que voilà, là le private equity a pu ressortir de son placard et revenir nous dire que c'est bien. Évidemment, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais voilà, on a l'impression qu'il y a un petit peu il y a un peu de vent dans la poupe du private equity. Alors, c'est vrai que le private equity, c'est le placement à la mode en ce moment, d'autant plus qu'il y a une récente loi qui vous oblige, entre guillemets, si vous avez un PER ou si vous avez certains types d'assurance vie, à introduire une petite dose de private equity obligatoirement dans vos actifs. Et il faut dire aussi que c'est une classe d'actifs extrêmement attractive. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en termes de rendement, sur le long terme, c'est un petit peu au-dessus du CAC 40. Donc, c'est vrai que sur des supports qu'on a pour le long terme, voire pour le très long terme, c'est-à-dire l'assurance vie ou, a fortiori, le PER pour la retraite, introduire une dose de private equity, ça ne me paraît pas totalement aberrant, vu qu'on a du temps devant soi. Cela dit, attention, parce que quand on parle de private equity et des belles performances du private equity, ce sont des moyennes. Donc, ça ne correspond pas forcément aux performances de tous les gérants de private equity. 2, c'est vraiment pas un placement liquide. Donc ça, il faut vraiment avoir un horizon de temps qui permette au private equity de se déployer. Et puis 3, le private equity qu'on propose aux particuliers est souvent un private equity un petit peu différent. C'est du private equity evergreen. Ça veut dire qu'il n'a pas d'échéance. Et ce qui est les fonds evergreen. Voilà, ce qui s'adapte aux besoins des supports et aux besoins des particuliers, mais ça veut dire aussi qu'en contrepartie, on sacrifie une petite partie de la performance puisqu'il faut garantir une certaine liquidité. Et enfin, j'ajouterais un autre bémol, attention aux frais du private equity. Les frais du non-coté. Pardon, là on revient sur cet horizon de long terme. Sur les néo-investisseurs, ceux qui cherchent à se diversifier sur plusieurs classes d'actifs, ceux pour qui le private equity en fait revêt plus d'intérêt que précédemment, qu'est-ce qu'on dit ? Eh ben, je vais vous dire deux choses. D'abord, le private equity, il faut du temps. Et évidemment, aujourd'hui, parce que les solutions financières, c'est-à-dire le PER et l'assurance vie, que rappelait très bien Marie-Christine, ont ouvert des poches d'unités de compte au private equity, ont été créés des fonds evergreen pour qu'ils puissent s'adapter à cette notion de liquidité qui est en fait garantie par l'assureur, puisque c'est l'assureur qui va mettre et qui va être détenteur finalement des parts de private equity. Donc le néo-investisseur, s'il n'y connaît rien et qui ne veut pas prendre de risques en investissant directement lui dans des fonds de private equity qui se pratiquent depuis des années dans le milieu de la gestion de patrimoine, ben, il aurait plutôt tendance à passer justement par ce type de support evergreen qui sont au sein de contrats d'assurance vie et de PER. Attention, evergreen, quelque part, ça veut dire que vous pouvez sortir à n'importe quel moment. Et moi, j'aime pas ça, parce que le private equity, c'est illiquide. Donc, on rend pas liquide quelque chose d'illiquide. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que ça permet à ces fonds de ne jamais se fermer aussi à la souscription, et donc que des gens puissent toujours y rentrer. Ce qui permet d'avoir des flux financiers. Donc, en gros, quand on met dans une poche d'assurance vie et quand on met dans une poche de PER, ça a été parfaitement rappelé, la partie de private equity, c'est pour 10 ou 20 ans. Parce qu'en pratique, quand on investit dans un fonds de private equity, c'est pour 20 ans, au moins, je pense, pour donner vraiment la quintessence. Entre 10 et 20, vous avez la période d'investissement, entre 2 et 3 ans, vous avez la période de maturation des entreprises, entre 7 et 8 ans, et à partir de 10 ans, les fonds commencent à déboucler si on partait d'un fonds qui se créait. Maintenant, vous avez la possibilité de rentrer dans des fonds qui se sont créés déjà, il y a plusieurs années. Je fais juste une petite aparté, Lorraine, si vous le permettez. Private Equity, il y a eu 2 grandes périodes qui se sont ouvertes. Il y a eu la suite crise des subprimes, parce que les banques, avec beaucoup de méfiance, ont arrêté de se prêter de l'argent et donc ont arrêté de financer l'économie pendant un temps. Donc, il a fallu faire appel à ce moment-là à de la dette privée, je fais des guillemets, pour ceux qui ne nous regardent pas. Et à ce moment-là, ils ont fait appel à des grandes sociétés de gestion financière. Et ensuite, dernièrement, entre le Covid et la hausse des taux, bah finalement, pour les entreprises, il n'a pas été très intéressant de surfinancer classiquement sur de la dette classique. Donc, ils ont fait appel à ces sociétés-là. Donc, ces sociétés
de gestion, dont des grands noms très connus, ont pu à ce moment-là ouvrir à la grande majorité des investisseurs que je traite moi, et non pas que aux institutionnels qui avaient le droit à ces produits de qualité, ils ont pu ouvrir à ce moment-là des bonnes sociétés. Il y a des vraies pépites qui sont au sein de portefeuilles de private equity, et il y a plein d'entreprises aujourd'hui cotées qu'on connaît très bien, qui grâce au private equity ont pu développer leur modèle et devenir des très grandes majors, soit du CAC 40, soit du SBF 120 et autres indices boursiers. Marie-Christine, il nous reste 1 minute. Je suis pressurisée par le temps, par mon équipe. On avait promis de parler des dividendes, qui restent un revenu quand même très matériel, très tangible pour les investisseurs. Les entreprises qui distribuent des dividendes, là, rapidement, petit guide pour les identifier. Alors, c'est facile de les identifier. Hein. Ce sont celles qui affichent de gros rendements. Mais est-ce que c'est le seul critère ? Eh bien, certainement pas. Parce que le dividende, c'est le rapport entre ce qui est distribué et le cours. Donc, manifestement, si vous avez le cours de l'action qui baisse de façon drastique, en termes de taux de dividende, ça va le faire grimper de façon excessive. Donc, ce n'est certainement pas le seul critère à examiner. Il faut voir la capacité sur le long terme de l'entreprise à distribuer des bénéfices, et c'est ça qui vous permettra effectivement de mettre la main sur ces pépites qui distribuent régulièrement des dividendes, mais gare aux effets d'affichage, gare aux effets d'annonce en prenant juste la liste des taux. Ce n'est absolument pas un critère suffisant, mais c'est un critère important pour faire son choix d'action, a fortiori dans un marché qui est quand même relativement volatile, parce que outre la hausse des cours, la façon de rémunérer un actionnaire, c'est le dividende. Donc ça permet d'équilibrer un portefeuille que de choisir des sociétés qui distribuent régulièrement un bon dividende. Merci beaucoup Marie-Christine. Le mot de la fin, Stéphane. Ouais, juste pour vous dire, les grandes maisons de gestion, et en particulier les anglo-saxons comme M&G ou Fidelity, ont des fonds Global Dividend Funds, qui sont des fonds sur 10 ans, entre 8 et 10 ans, qui sont à 10% de l'année. Qui peuvent permettre aux particuliers Exactement, vous pouvez le mettre dans votre... Redites-nous les noms. Par exemple, je vais prendre Fidelity International, donc Fidelity Global Dividend Funds. C'est 10% par an sur les 10 dernières années. Ça, vous le mettez en fonds de portefeuille, en PER ou en assurance vie. Et c'est très, très, très bien géré parce que vous avez une performance d'un côté et vous avez la distribution de dividendes qui, donc, forcément, multiplie le rendement. Vous trouverez quelques noms de fonds aussi dans évidemment, les échos, évidemment. Marché volatile, stratégie gagnante avec Stéphane Vernifel, président de SVH Conseil, et Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine des Échos. Les Échos qu'on retrouve demain en kiosque, en physique bien sûr, mais aussi en ligne. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay d'ici quelques minutes. Petit aperçu, vous parlez aussi dans votre dossier de crowdfunding, entre autres, et puis bien sûr de produits structurés. Tout ça est à retrouver dans le supplément patrimoine des Échos.